Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci d'être venus à cette session sur la coopération Nord-Sud. Alors c'est une session qui nous intéresse particulièrement parce que ensemble on va remettre en cause des modèles de développement qui ont perduré depuis les indépendances, pour ne pas dire avant, et qui aujourd'hui se confrontent à une réalité, à une urgence. C'est justement l'impact du développement durable. Et donc le thème qui a été choisi, c'était adapter la RSE aux réalités des territoires. Mais on pourrait dire que dans ces conditions, c'est adapter la RSE aux réalités des territoires pour co-construire un développement durable. Et c'est extrêmement important parce que dans nos pays, on a toujours parlé de développement. Et maintenant qu'on a mis durable, ça change la donne. Et justement, nous allons pouvoir voir ensemble en quoi ça change la donne. Ça peut être source de péril, mais c'est surtout source d'opportunités. Nous aurons aujourd'hui 3 acteurs pour en parler. Et nous avons des secteurs d'activité qui sont très complémentaires. Nous avons M. Paul Ducasse de ProMédé, qui va pouvoir nous parler d'électrification. Donc là, on sera vraiment dans les grands travaux, dans les infrastructures, dans des engagements qui sont soit nationaux, soit régionaux. Nous aurons M. Michel Pernaut-Dubreuil, avec qui nous allons parler essentiellement des petites entreprises, parce qu'il est implanté au Bénin et il apporte un accompagnement à beaucoup d'opérateurs économiques qui, justement, sont dans le bas de la pyramide et n'ont pas accès aux dirigeants pour modifier les réglementations ou pour asseoir leurs activités. Et quand on connaît l'importance de ces petites entreprises dans des pays comme le Bénin, on voit vraiment l'enjeu justement qui est lié. Et puis nous allons parler d'entrepreneuriat social avec M. Sivanka Mishra, qui est, j'allais dire, d'origine indienne. Il est indien, mais c'est vraiment un citoyen du monde. Il passe presque autant de temps dans les avions qu'en Inde. Et il va pouvoir nous parler d'expériences intéressantes qu'il a pu développer en appui à l'agriculture dans des pays du Sud. Et on verra dans ces 3 exemples quelle est la composante RSE et qu'est-ce que cette composante RSE peut générer comme avantage. Alors, comment allons-nous nous organiser pour aujourd'hui? Nous allons d'abord avoir une présentation de chacune de ces parties. Les présentations vont durer à peu près 10 minutes. Et à l'issue de chaque présentation, je poserai 1 ou 2 questions et vous aurez l'occasion d'en poser en réaction à ce que vous aurez vu. Et à l'issue de ces 3 présentations, on va essayer de développer entre nous un dialogue qui sera interactif et qui permettra de poser des questions aux orateurs, mais également, entre eux, ils pourront se poser des questions. Donc, on va essayer de parler un peu de tout ça de manière assez dynamique. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Paul Ducasse de ProMédé, qui va pouvoir vous expliquer comment on envisage d'électrifier ce qui, jusqu'à présent, n'a pas pu l'être. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui, ça marche. Donc, bonsoir, et je suis très heureux de voir qu'il y a une nombreuse assistance pour parler de ces questions. Donc, je suis Paul Ducasse, j'ai dirigé le pôle de recherche Médé, qui est implanté ici à Lille, qui est un pôle régional, qui rassemble des industriels et des laboratoires de recherche autour de projets de recherche et développement pour faire du transfert d'innovation, pour pousser des nouvelles solutions dans l'industrie et plus particulièrement, ce qui nous concerne, tout ce qui touche à l'électricité. Donc, ce sont les machines, tous les composants électriques et aussi de plus en plus les réseaux électriques. C'est un petit peu ce qui nous a amené à nous intéresser au projet dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Alors je dis j'étais parce que je suis à l'origine un peu de ce projet avec mademoiselle Asselin qui est la chargée de projet Afrique qui est ici et qui vous donnera des informations tout à l'heure pour ceux qui en voudraient. Simplement moi j'ai pris ma retraite il y a quelques semaines. Mais enfin bon, je connais bien le sujet. Mon successeur sera là tout à l'heure mais donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous le présenter. Alors, on va commencer par un petit film qui est une courte vidéo parce qu'avec la région, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, la région a organisé un colloque Énergie pour l'Afrique qui a eu lieu vendredi dernier et c'est un film qui a été tourné à cette occasion qui va vous donner donc un certain nombre d'informations sur ce projet.
Donc ce film est tout récent, oui, il a été tourné vendredi, il y a 3-4 jours, et il a été monté très rapidement, bravo à la région. Ne dispose d'aucun accès à l'énergie sur le continent africain. Organisé par la région, ce premier forum est l'occasion pour les entreprises des Hauts-de-France de se rencontrer, d'échanger afin d'organiser un plan d'action pour l'énergie en Afrique. On avait déjà d'une partie, on avait déjà un contact en Algérie, et puis c'est le fait de pouvoir travailler un petit peu plus à l'international. Je pense que c'est une superbe opportunité pour toutes les entreprises françaises, et puis en partie de la métropole lilloise qui veulent se développer à l'étranger. Aujourd'hui, on a réussi, en effet, grâce à la région à l'origine, à créer une activité au Sénégal. Notre stratégie aujourd'hui, c'est d'être capable de la dupliquer dans d'autres pays africains, puisque aujourd'hui, on a appris l'Afrique. En Afrique, il faut être présent pour que les gens puissent nous faire confiance. Mais donc, on va quand même essayer de gagner du temps grâce à toutes les personnes qui sont là pour nous aider, justement pour passer le plus vite possible de la partie démarchage à la partie production. La région s'engage pour l'Afrique et pour que tout le monde puisse bénéficier des moyens modernes d'accès aux énergies. Le but est également d'accompagner les entreprises de la région pour s'implanter sur ce continent, pour former les populations locales aux nouvelles technologies, un échange gagnant-gagnant. Peut-être qu'ils ne se connaissaient pas, donc aujourd'hui grâce à la région, les uns et les autres vont pouvoir se connaître, vont pouvoir travailler peut-être ensemble demain. C'est très important pour nous que ces acteurs régionaux puissent se rencontrer. Je pense que l'initiative est belle. Et puis demain, aujourd'hui c'est la plateforme, et demain on lancera un appel à projet, voilà, qui permettra peut-être aux uns et aux autres de pouvoir répondre, et nous de pouvoir les accompagner sur des projets d'électrification en Afrique. Cette journée s'est achevée avec la signature d'une charte en présence du président de région Xavier Bertrand par les différents acteurs présents et qui veulent s'investir dans ce plan d'action exceptionnel. Retrouvez plus d'informations sur www.hautdefrance.fr. Voilà, donc ce film vous trace un peu, vous plante un peu le décor. Donc ce projet, vous l'avez compris, est tout récent. Il a été lancé officiellement vendredi dernier avec la région. La région avait confié à Médée un travail, il y a un peu plus d'1 an, un double travail. Le premier, c'était de faire l'inventaire des compétences régionales, que celles soient industrielles, qu'elles soient en matière de formation, de recherche et développement, et de proposer également un plan d'action en soutien des projets d'électrification en Afrique. Alors, ce projet, on a mis 1 an, on a travaillé là-dessus, on a rencontré énormément de gens. L'idée, c'était on avait 3 objectifs. Un premier objectif qui était de soutenir le développement des projets d'électrification en Afrique. Un deuxième projet, et là on voit bien la relation gagnant-gagnant, il fallait que ça soit aussi profitable au tissu économique de la région, donc apporter de la valeur à la région, aux entreprises et aux laboratoires de la région. Et le troisième objectif, c'était de renforcer le rayonnement de la région Hauts-de-France à l'étranger. Avec 3 principes, il fallait avoir un plan d'action ambitieux et innovant, et on va le voir, ce côté innovant dans le plan d'action lui-même. C'est ce que disait M. Bas tout à l'heure. On sort des anciens schémas, il faut en inventer des nouveaux, parce que c'est là-dessus que nous sommes attendus dans tous ces pays. Deuxièmement, le faire véritablement en co-construction, c'est-à-dire ce n'est pas des gens en chambre ici à Lille qui ont pondu tout ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a rencontré énormément de monde, on a rencontré des acteurs ici, on a rencontré aussi des acteurs africains, et on a essayé de voir quels étaient les points communs, quelles étaient les attentes communes finalement, dont on pouvait nourrir un plan d'action. Et la troisième chose, c'était aussi de soutenir l'innovation. Alors là, je parle d'innovation technologique. On cite souvent l'exemple du téléphone où le continent africain est passé quasiment de territoire sans téléphone et passé directement au téléphone portable. Donc j'enfonce une porte ouverte, tout le monde connaît cet exemple. Mais l'idée sur les réseaux électriques, puisque c'est aussi ça, les projets d'électrification, ce sont les réseaux, c'était aussi de faire un saut, quasiment un saut technologique. Alors évidemment, on a parlé de solutions innovantes en France qui pouvaient être transposées en Afrique, mais pour un certain nombre de raisons et dans un certain nombre de cas, on peut développer des solutions innovantes en Afrique qu'on pourra transposer chez nous. Je prends un seul exemple, alors les puristes vont peut-être discuter, mais en France, on ne fait pas d'autoconsommation. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais bon, la loi, enfin, même s'il est en train d'évoluer, on ne fait pas d'autoconsommation de l'énergie qu'on peut produire. Bon, en Afrique, c'est quasiment
une grosse partie des projets d'électrification vont être basés sur cette autoconsommation. Donc c'est intéressant de voir aussi comment tout ça se gère. Et ça peut être des solutions innovantes sur ce continent qui peuvent être transposées en France. Voilà. Je regarde le maître du temps. Bon. Alors, je l'ai dit, on a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré des entreprises françaises qui sont présentes en Afrique, qui souhaitent être présentes en Afrique. Et beaucoup, et la plupart, nous ont dit, écoutez, nous, on est intéressés par travailler avec ces gens-là, sauf que on manque de points d'appui, on manque de connaissances, on a besoin de gens localement qui soient des gens de confiance, qui puissent nous guider. Alors, il ne s'agit pas de dire, vous allez dans tel ministère, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Non, c'est pas ça la question. Ça, il y a des gens qui le font très bien et qui le font beaucoup mieux que moi, notamment tout ce qui est lié à la présence française officielle, les ambassades, les consulats, BPI, etc. Ça, ils le font très bien. Ce que demandent les entreprises, c'est de pouvoir qu'on les aide à nouer des relations avec des acteurs économiques sur place, qui soient des gens de confiance et avec qui ils puissent travailler. Ça, c'est la première chose vu des entreprises. Deuxième problème vu des entreprises, c'est on manque de ressources humaines localement. Quand on veut s'implanter, c'est pas toujours facile d'envoyer des gens là-bas. Localement, est-ce qu'on trouve les ressources bien formées, fiables, etc. C'est un gros problème. Donc ça, on l'a intégré et on voit bien cette relation gagnant-gagnant, cette relation de co-construction qui est en train de surgir. On a parlé aussi des laboratoires. Les laboratoires de nos universités, de nos grandes écoles ici, sont toutes plus ou moins implantées en Afrique, ont toutes des relations avec des universités. Bon, ce sont des relations qui sont souvent basées sur des relations unipersonnelles, hein, c'est-à-dire, j'ai rencontré tel chercheur dans tel congrès, j'ai sympathisé, il m'a invité, je l'ai fait venir. Enfin, il n'y a rien de bien construit et de bien systématique. Or, les laboratoires et les universités ont à gérer aussi une forte population d'étudiants africains qui eux aussi ont des revendications, des demandes, et on les a rencontrés également. Ces jeunes nous disent, nous, en face de cette demande des entreprises d'avoir des gens qui soient fiables, qui travaillent dans ces pays-là, nous, on n'est pas contre, on irait bien, on retournerait bien, pas forcément dans notre pays, mais dans la sous-région. Encore faut-il qu'on ait des entreprises qui nous proposent des jobs qui soient à la hauteur de la formation qu'on a reçue. Donc vous voyez, on voit un certain nombre de demandes, nous avons vu un certain nombre de demandes qui ont surgi comme ça, et on s'est dit, voilà, notre plan d'action, ça va être de mettre de l'huile dans tout ça, et de faire se rencontrer les gens, et de faire en sorte que finalement, on puisse créer une véritable dynamique, comme vous l'avez dit, gagnant-gagnant. Alors, il y a une autre idée qui est derrière tout ça, c'est que, là je parle sur des problèmes purement techniques, il y a une forte demande, non seulement de formation, ça on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais aussi en matière de faire monter en compétences les universités, les laboratoires de recherche en Afrique. Et l'idée est d'essayer de monter ensemble, de créer ensemble un centre de recherche et développement commun, franco-africain, avec des universités et des laboratoires ici en Hauts-de-France et des universités et des laboratoires en Afrique. Alors ça veut dire des échanges de doctorants, ça veut dire des thématiques en commun, ça veut dire les aider à choisir du matériel. J'ai eu l'occasion de rencontrer des labos, ils me disent ouais, telle entreprise va nous fournir du matériel et vous nous en envoyez, c'est dans les caisses, etc. Moi, je pars du principe, et je reviens sur cette notion d'efficacité et qu'on soit très concret, ça ne sert à rien. Si vous donnez du matériel à des laboratoires en Afrique et s'il n'y a pas de projet derrière et que les gens ne savent pas s'en servir, vous revenez 2 ans plus tard, c'est dans les caisses et il y a les toiles d'araignée. Donc il faut partir des besoins réels, des besoins sur des projets de recherche et développement pour permettre à ces gens qui ont des compétences, on le voit parce qu'il y en a beaucoup qui viennent dans nos universités, mais de leur permettre de développer leur propre laboratoire de recherche et développement. Voilà. Donc vous voyez beaucoup de contacts avec des structures ici ou installées sur place ou des structures qui sont sur place qui nous ont permis finalement de faire surgir un certain nombre de demandes qui se rejoignent et donc pour bâtir ce plan d'action qui j'espère qui a pris son envol donc, ces derniers jours et aujourd'hui qui est en train de se concrétiser par des projets très concrets. Je vais en citer 2 très rapidement. On est allé en Côte d'Ivoire
Côte-d'Ivoire il y a 3 mois, au mois de juin, et on a rencontré le président de la région Lodiboa à Divo, qui ont des projets de, comment dirais-je, d'électrification rurale. Bon, il y a des lignes haute tension ou des lignes tout court qui passent au-dessus. Simplement, les coûts de raccordement sont tels que c'est absolument hors de portée pour une région et pour son budget. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut développer des petits réseaux, mais en se préservant le futur, c'est-à-dire en se disant qu'un jour ou l'autre, ces réseaux seront raccordés aux réseaux plus puissants. Donc il faut dès maintenant, et ça c'est avec nos laboratoires qu'on va le faire, et avec eux, avec les laboratoires de recherche, de développement, qu'on va concevoir des réseaux qui seront évolutifs. Je crois que c'est très important qu'on amène aussi des solutions qui soient vivantes dans le temps, qui puissent évoluer pour éviter que dans 5 ans, parce qu'il s'est passé tel et tel événement, eh bien finalement tout cet investissement ne sert à rien. Au contraire, il faut qu'il soit évolutif. Surtout si on adjoint à ces projets de la gouvernance et de la formation à la conduite des installations, parce que c'est ça qui est important. Il faut que, si on livre un petit réseau dans une région, il faut absolument que des gens soient formés à la conduite de ces réseaux et à la conduite de ces installations. Évidemment, à la maintenance, ça va ensemble. Voilà. Donc il y a cette idée aussi, et je pense que là, on est vraiment dans le développement durable, on est vraiment dans la RSE, faire en sorte que, bon, on aide ces gens-là à se doter d'infrastructures, mais surtout qu'une fois qu'on est parti, ils soient capables de le gérer par eux-mêmes. Alors évidemment, ils peuvent toujours faire appel à d'autres compétences, mais voilà, l'idée c'est quand même bien de les amener là. Deuxième projet concret qu'on a lancé, qu'on a annoncé vendredi dernier, qui lui va se concrétiser dans les semaines qui viennent. On va créer, alors ça c'est très innovant. Et on en a eu la preuve à plusieurs reprises. On va créer un cluster comme Médée, espèce d'association au Bénin entre des entreprises, des universités, les institutionnels qui vont bien. Et d'ores et déjà, on a identifié un chef d'entreprise béninois. Et ça, c'est un petit peu, nous, la recommandation qu'on a faite. Il faut vraiment que ça soit une entreprise qui pilote ce nouveau cluster. Donc, à Cotonou, il va se créer un cluster autour des problèmes de réseau et d'électrification. Et là, on a rencontré différents acteurs, qu'ils soient universitaires ou industriels, qui sont partants et qui sont très, très enthousiastes à cette idée. Et là, on pourra établir. Et là, les entreprises françaises sont intéressées pour y participer parce que, je disais tout à l'heure, elles ont besoin de relais de confiance dans ces pays-là. Là, c'est typiquement la solution qu'on peut leur apporter. Après, on rajoute des problèmes de formation, des problèmes de ressources humaines. Après, ça suit tout seul. Voilà. Donc, je voulais signaler ces 2 exemples très concrets. Merci beaucoup, Monsieur Ducasse. Vous avez répondu aux questions que je me posais en arrivant. Comment co-concevoir, comment co-produire et comment co-gérer. Mais il y a une question qui reste en suspens. Notre thématique s'adresse au territoire. Et c'est vrai que ce type d'investissement, ce type d'engagement, l'interlocuteur que vous pouvez avoir, c'est soit le pouvoir central, le gouvernement, soit des autorités locales. Et on sait que dans le cadre de la décentralisation, on a transféré des compétences, mais on a oublié de transférer les moyens. Alors, comment peut-on rendre viables des projets durables si la ressource elle-même n'est pas acquise? Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous avez identifiés qui permettraient de sécuriser cet aspect-là de la chose? Alors, sur l'aspect responsables locaux, j'ai cité le projet en Côte d'Ivoire, on a été reçu par le président de la région lui-même et toute son équipe. Je sais pas, il y avait une photo, je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est celle avant. C'est une réunion de travail avec, à Divo avec les partenaires de la région. Alors, les mécanismes, évidemment, c'est des mécanismes de financement auxquels vous faites allusion. Alors, souvent, on me dit il n'y a pas d'argent pour tous ces projets, etc. Je ne serai pas aussi péremptoire. Je pense que de l'argent, il y en a pour les bons projets. Quand vous présentez à des financeurs qui soient français ou européens, parce que la Commission européenne est un gros financeur aussi, si on leur présente des projets qui sont bien construits, qui sont bien pensés, avec une vraie gouvernance, avec une vraie suite derrière, avec quelque chose qui a été fait en bonne intelligence, donc avec plusieurs partenaires, je n'ai pas de doute que les projets seront financés.
la région, on l'a vu dans le film, la région va lancer un appel à projet donc avec des moyens financiers. Alors, ce n'est pas la région qui va tout financer, ce n'est pas le but, c'est de faire justement du financement d'amorçage. Mais sur certains projets, quand vous avez déjà un peu de financement d'amorçage, vous entraînez d'autres derrière. Alors, il y a la FD en France, il y a plein d'institutions. Et puis, encore une fois, il y a l'Europe. L'Europe est en train de travailler, et nous y sommes associés, le pôle MEDE, est en train de travailler sur un programme de recherche et développement sur les énergies renouvelables qui va débuter fin 2019. Hein. Donc, et là, il y aura aussi des financements très importants. Encore une fois, je crois que si les projets sont bons, les financements sont plus faciles à obtenir. Alors, je serai d'accord avec vous, mais je serai un peu plus nuancé. Ils seront finançables et viables à la condition que dans le déroulement, ils engagent une démarche RSE, c'est-à-dire transparence, redevabilité, respect de l'environnement. Est-ce que vous en faites des conditionnalités ou est-ce que ce sont des conditionnalités qui vont arriver en cours de route, autant dire qu'elles n'arriveront jamais? Parce que l'expérience que nous avons des projets, c'est qu'on est toujours pressé de les démarrer parce qu'il y a des élections derrière et on a besoin de justifier un bilan. Mais une fois que ça a démarré, on le considère au passif et pas au passé. Vous m'avez entendu insister à plusieurs reprises là, depuis tout à l'heure sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une véritable gouvernance de ces projets, un suivi. Alors après, on l'appelle comme on veut. J'ai parlé de formation pour la conduite des installations. Enfin, après, on met le vocabulaire qu'on veut. Mais il est évident que tout ce que vous dites est très présent dans la démarche qu'on a proposée. Respect de l'environnement, oui, je ne l'ai pas dit parce que ça, pour moi, ça tombe sous le sens. Mais il est évident qu'on ne parle que d'énergie renouvelable. Hein. Si c'est pour installer des groupes électrodiesel, bon, il y a peut-être des industriels des électrodiesels ici, mais c'est pas on n'a pas besoin de m'aider pour ça, on n'a pas besoin de la région pour installer des groupes électro-industriels. Hein. Sur les énergies renouvelables, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Oui, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on le parle en énergie renouvelable. Alors après, vous faites allusion à des calendriers qui sont des calendriers qui échappent à des techniciens, on fait avec. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'on ne s'occupe pas forcément de ça. Alors on peut avoir la pression à un moment donné de tel ou tel responsable politique, c'est vrai, mais bon, il faut le temps au temps, il faut que les projets soient montés. C'est toujours très long avec les financeurs pour obtenir les financements, vous le savez. Enfin, ceux qui ont déjà proposé des projets au financement public savent que c'est en général assez long. Là aussi, il y a un timing à respecter. Mais encore une fois, je suis vraiment convaincu que quand les projets sont bons, on les fait financer. Mais on n'est pas là pour régler les problèmes démocratiques de tel ou tel pays. D'accord. Une question du public ? Avant de passer à notre monsieur Franck Eba. Merci, je suis le docteur Franck Eba, président du réseau RSO de la Côte d'Ivoire. Alors, je voulais intervenir sur les relations académiques avec les pays africains. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'étoiles sur la Côte d'Ivoire. Alors, ma première question, pourquoi vous n'avez pas développé des relations avec les académies en Côte d'Ivoire, d'autant plus que nous avons une école d'électricité qui est célèbre et qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes une référence en matière d'interconnexion électrique. J'ai deux autres questions là. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est sur les énergies renouvelables. Je voulais justement vous poser la question de savoir si, en dehors de l'électrification, vous travaillez sur les projets de biomasse. Hein? J'ai moi-même travaillé sur le projet Biocala, un projet de 2 fois 23 MW avec de la biomasse à base de palmier, porté par EDF-GDF, à qui on a vendu le projet. Est-ce que vous ne développez pas, soutenez pas ce type de projet sur la biomasse, en sachant que l'Afrique est une source de biomasse, donc d'énergie renouvelable? Et si oui, quels sont les projets que vous avez soutenus dans ce sens sur la biomasse? Et puis sur le financement, ma dernière question, c'est... Alors, vous avez parlé de projets bien montés, mais on sait très bien que déjà pour monter le projet, pour faire une NIP, il faut un peu de moyens. Parce que peu de personnes maîtrisent encore les business plans et autres. Est-ce que vous avez des petits mécanismes pour financer les montages de projets? Voilà, merci. Alors, 3 questions. Je vais répondre à la première. Si, il y a une étoile avec 3 en Côte d'Ivoire. C'est des coopérations basiques. Hein. Ce sont des coopérations. Les étoiles, ce sont des coopérations entre établissements de la région Hauts-de-France et des établissements de Côte d'Ivoire. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation. Nous, on est allé en Côte d'Ivoire, on a rencontré un certain nombre d'universités. Tenez, regardez, vous avez ici le cahier de la CME, hein. Ça, c'est ivoirien. C'est un organisme de formation.
Côte d'Ivoire, vous avez une étoile et 3 au-dessus. Pardon? Non, non, c'est la Côte d'Ivoire. Et au-dessus, vous avez le Burkina Faso. Alors au Burkina, il y a de grosses relations. En Côte d'Ivoire, il y en a aussi. Mais ce n'est pas des relations très fortes, si vous voulez. Hein. Une relation coopération avancée, c'est quand il y a des établissements d'enseignement supérieur qui ont fait des accords opérationnels avec des écoles. Voilà. Voilà. Il faut que j'aille plus vite. Non, c'était juste pour que vous parliez dans le micro. Ah oui, pardon, dans le micro, excusez-moi. Bon. Alors, des relations avec en Côte d'Ivoire, on en a. Hein, on les a rencontrés. Il y a effectivement un potentiel. On a même vu qu'à l'université au Fouet-de-Boigny, on était voir sur place. Et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait un réseau de bus électriques. Et comme c'est un des sujets sur lesquels on travaille, je me suis dit, tiens, il y a certainement des choses à travailler là-dessus. Non, non, on a des relations avec eux. Et on a des projets qui pourraient autour des énergies renouvelables. On a rencontré des gens sur place et bon, ça suit son cours. Après, vous m'avez posé la question sur la biomasse. Hein. Alors, sur la biomasse, nous, en tant qu'électriciens, je dirais qu'on s'intéresse à toutes les formes d'énergie renouvelable. Sur la biomasse, il y a des projets qui nous ont été présentés, avec qui on a commencé à travailler, notamment au Sénégal, avec une association qui s'appelle Le Partenariat, qui est spécialisée sur la biomasse. Il est clair que la biomasse est une source d'énergie importante. Je crois qu'on a prévu de parler d'énergie renouvelable à la fin du mix énergétique. J'y reviendrai un peu là-dessus. Enfin, sur la réalisation et le montage des projets, c'est un peu le rôle d'un pôle comme MEDE, de se doter des ressources et d'apporter des ressources pour aider à monter ces projets, parce qu'effectivement, on a un peu plus l'habitude. Donc, les projets qui nous sont proposés, qui nous sont présentés, on est à même de les enrichir, d'amener des partenaires. C'est une chose importante également. On a eu l'occasion sur un projet récemment d'amener un certain nombre de partenaires industriels qui eux-mêmes amènent des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et c'est toute cette équipe projet finalement qui se met en place et qui est à même de présenter et de réaliser des dossiers. Le financement, c'est bon. C'était comment un bon projet, oui, mais comment monter un bon projet, voilà, c'était ça. Très bien. Bien, on va progresser vers Monsieur Shivankar Mishra, éco-entrepreneur, qui va pouvoir vous faire sa présentation et on lui posera ensuite quelques questions. The floor is yours. You have yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de cette présentation, de me permettre de partager ce qui fait ma spécificité. Pour ceux d'entre vous qui sont ici pour la première fois, bienvenue. Pour ceux d'entre vous qui m'entendent pour la deuxième fois, eh bien, je compatis. Alors, si je commençais par cette présentation en disant que la sécurité alimentaire internationale est dans les mains des petits agriculteurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire être un petit exploitant, la Banque mondiale déclare que c'est ceux qui fonctionnent ou ont un terrain de 5 hectares. Et ils sont autosuffisants et la production qu'ils obtiennent est utilisée pour leur propre consommation ou bien peut être vendue sur des marchés locaux. Néanmoins, c'est intéressant de savoir que 80% des agriculteurs de 500 millions environ a la capacité et la possibilité d'apporter de la nourriture qu'il faut à la population du monde. Eh bien, comment est-ce que ceci peut être une opportunité dans cette période de notre histoire où la croissance est importante? Alors, si on voit quelle est la population mondiale, qui continue bien sûr à augmenter, deuxièmement, et on a le changement climatique, l'effet imminent de ce changement climatique a déjà commencé à détériorer les sols, en fait en sorte que les agriculteurs se retrouvent à devoir ils sont confrontés à des changements périodiques de saison et donc de récolte. Il est évident qu'entre les deux, il y a la technologie. La technologie continue elle aussi à croître,
et aide chacun des secteurs que nous connaissons tout simplement à aller encore plus vite ou alors de faciliter l'utilisation qu'on en fait. Si l'on voit qu'on a identifié donc les problèmes internationaux, voyons un petit peu ce à quoi sont confrontés les petits agriculteurs. Ces petits fermiers doivent savoir ce qu'ils doivent faire pousser. Alors là aussi, l'information est importante. Ils doivent savoir aussi, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'ils doivent acheter pour faire pousser une telle récolte. Et ça, bien sûr, c'est l'accessibilité des produits. Et il faut aussi qu'ils comprennent à quel prix et dans quel marché, sur quel marché pourront-ils vendre leurs récoltes. C'est l'accessibilité à différents marchés pour qu'ils puissent gagner leur vie. Comme ils sont les premiers entrepreneurs sur le terrain, ces fermiers sont dans une situation extrêmement critique dans le monde actuel. La plupart des fermiers, ces 500 millions que l'on a dans le monde entier, ne sont même pas organisés en groupe. Ceux qui sont organisés en groupe, et vous les connaissez comme étant des collectifs de fermiers en Asie du Sud-Est, on les appelle organisations de producteurs agricoles. Là, ce sont des regroupements de fermiers qui ont la possibilité de négocier tant pour les entrants que pour la vente de leurs produits. Néanmoins, qu'en est-il des autres fermiers qui n'ont pas d'accès à ces efforts collectifs, entre guillemets? Est-ce qu'ils peuvent faire partie de cet écosystème? Est-ce qu'ils peuvent continuer à nourrir le monde, à faire en sorte qu'on se rapproche de cette sécurité alimentaire dans le monde? Ma réponse est oui, mais néanmoins, je vous laisse vous faire votre opinion. Alors, la quatrième révolution industrielle, qui est la nôtre, le forum appelle ceci SMAC, qui est le cloud des applications mobiles sociales. Un grand nombre, il est évident que il y a véritablement dans ce nuage qui s'est fait une avance fantastique. Mais qu'en est-il maintenant de la nourriture, puisque c'est l'aspect le plus important pour chaque être humain? Si on n'essaie pas d'appliquer cette croissance cette technologie, de la mettre en œuvre, eh bien, dans ce qui est le plus essentiel, qui est la nourriture humaine, eh bien, c'est un cas de figure qui pourrait être extrêmement dangereux. Donc, il faut que l'on se rende compte véritablement que les techniques numériques ont la possibilité, le potentiel de générer 2,3 milliards de dollars d'investissement si les petits agriculteurs peuvent faire partie de cet écosystème. Et n'oubliez pas de cet retour sur investissement qui est l'effet d'un retour sur investissement économique et social. L'aspect sur lequel je souhaiterais me focaliser, c'est l'industrie, qui est la technologie agricole et qui est un secteur qui croît très rapidement à 32% et devient donc un marché de 11 milliards, deviendra un marché de 11 milliards de dollars dans les années qui viennent. Et ceci donnera des possibilités aux start-up, aux PME et aussi pour les organisations qui sont déjà matures et qui pourront donc aider, permettre une sécurité alimentaire. Le problème sous-jacent, donc pour les fermiers, il y a bien sûr celui de l'écosystème qui fait qu'il est difficile d'atteindre les fermiers, de savoir ce qu'ils ou elles veulent. Est-ce qu'il y a une demande de cet entrant ou est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité d'un produit lorsqu'on met en vente certains produits? Ce sont des problèmes complexes. Pensez maintenant à la situation par exemple, d'un fermier qui va dans son champ. On voit qu'il y a véritablement, on a planté une graine dans ce sol et il n'y a pas suffisamment de pluie et toutes les semences qui ont été plantées n'ont pas germé. Et véritablement, une saison entière a été perdue. Ceci aurait pu être évité. Le principe
essentiel d'éviter le risque est maintenant absolument essentiel pour permettre la croissance des agriculteurs dans ce monde qui change très rapidement, où la terre se détériore et l'effet du changement climatique se fait sentir de plus en plus fortement. Alors, dans les 7 dernières années, je me suis personnellement concentrée sur l'Asie du Sud-Est. Et l'idée, c'est justement d'avoir une solution qui soit holistique. Je représente Écoutry, une société B Corp que j'ai créée en 2010, ainsi que une autre personne qui est de Fairtrade, qui s'occupe des marchés publics et qui permet les achats dans 8 différents pays. On s'est mis ensemble, on s'est dit, oui, très bien. En tant qu'entité individuelle, nous avons eu une croissance linéaire pour permettre faire en sorte que les fermiers aient accès au marché et des informations au bon moment pour les aider à faire pousser leur récolte. Si on se mettait ensemble et que l'on créait ceci pour trouver des solutions qui soient exponentielles, parce que le problème est tellement massif, le problème est tellement urgent que nous devons véritablement avoir des compétences que l'on puisse faire évoluer. Donc, en mettant ces deux aspects ensemble, qui étaient les nôtres, la technologie numérique que l'on a trouvée peut avoir un impact significatif sur son utilisation. Il faut comprendre que comment se fait-il qu'un petit fermier qui n'est pas habitué à utiliser les connaissances qui ne saurait pas utiliser un ordinateur, comment est-ce qu'il peut penser qu'il peut retirer un avantage de ces nouvelles technologies? Eh bien, pour comprendre ceci, je vais vous donner une illustration de ce qui se passe en Inde. En Inde, qui représente 25% de la population des fermiers, il y a 120 millions de fermiers et il y en a une centaine de millions qui ont accès à des smartphones. Donc, et comme vous l'avez vu, c'est 25% de votre marché. Pour aider ce type de fermiers qui ont un téléphone portable, nous avons donc une interface mobile directe. Ils peuvent se connecter au système, mettre la date, par exemple, d'octobre, d'aujourd'hui, et ils peuvent voir combien de jours il manque pour faire la récolte, quelles mesures doivent-ils prendre maintenant en termes de, par exemple, traitement phytosanitaire. Ils peuvent avoir toutes les informations utiles et ils auraient ça sur leur portable. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas utiliser ces téléphones. Néanmoins, les 90 millions restants sont connectés à travers un intermédiaire, un agent communautaire, qui peut être le fils du paysan ou un fermier progressif qui sait comment utiliser, par exemple, une plateforme mobile. Cet individu, à ce moment-là, devient l'entité qui utilisera la plateforme et aidera les autres fermiers autour de lui. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Eh bien, simplement, si vous voyez les chauffeurs Uber, cet individu gagnera une commission sur les transactions. Il aura une part des bénéfices et ce micro-entrepreneur, cet agro-entrepreneur, ou qu'on pourra appeler le Bloom Entrepreneur, qui est le nom de notre société, sera le conduit pour nous permettre de connecter à ce fermier qui ne sait pas utiliser une plateforme mobile. Alors, la solution que nous apportons à ces fermiers va de la planification d'une récolte à faire savoir aux fermiers combien d'agents, de nutriments doivent être mis dans le sol et d'indiquer quelles recommandations sur le type de semences et la meilleure gestion des pesticides ou autres ou fongicides qui seraient nécessaires pour faire en sorte que la récolte se passe bien. Nous fournissons aussi une aide aux petits exploitants. En général, on a moins d'1 acre en général de sol qui est cultivé par le fermier indien. C'est très petit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce fermier? S'il est en contact avec nous, en connexion avec nous, cette plateforme Bloom, nous pouvons l'aider
il peut lui aussi bénéficier des conseils que l'on donne aux fermiers qui sont plus importants. Donc ces différents éléments permettent de créer un système, et ce système, c'est quelque chose que j'ai commencé à utiliser pour faire en sorte que ma machine retire un enseignement des fermiers. Et lorsque la machine a pris ceci, je peux avoir une intelligence artificielle à propos de ce fermier pour l'aider à prévoir comment un fermier dans une région donnée pourra réagir à un problème particulier. Et ceci en fait, est à 2 doigts de nous arriver. Donc, il est important de savoir quelles sont les choses les plus importantes qui peuvent être utiles à ce fermier. Donc, cette 4e révolution industrielle serait totalement vide de sens sans les données. Et les données sont véritablement au centre de nos plateformes Bloom. Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Eh bien, je dirais que ces données qu'on utilise est ensuite vendue à des institutions financières, à des sociétés d'assurance, compagnies d'assurance. L'idée étant que ces compagnies pourraient apporter le type de crédit qu'il convient à ces sociétés, à ces fermiers, et on pourrait donc avoir une idée du sinistre qui pourrait être utile pour ces fermiers. Voici ce que je vous disais. Voilà une illustration. Lorsqu'un fermier entre dans un système de notre type et souhaite, par exemple, faire pousser du brocoli, le système vous dira s'il y a un financement possible pour ce type de récolte. Et si tel est le cas, si le fermier peut y avoir droit, et sur la base de ceci, un crédit lui sera alloué par une institution financière. Donc, en résumé, pour faire une analogie, pensez à Alibaba, pas Amazon. Pour ceux d'entre vous qui connaissez Amazon, Amazon est propriétaire d'un nombre de choses dans sa chaîne de valeur. Alibaba n'a aucune propriété que ce soit. Et voilà ce que Bloom est. Les fermiers sont indépendants, l'agro-entrepreneur, le conduit humain est indépendant, et les sociétés d'entrants sont indépendants, les acheteurs, les banques, chacune l'est. Alors, quelle est l'appropriation? Qui est le propriétaire? Eh bien, c'est l'intelligence qui va les connecter. C'est ça dont je suis propriétaire. Donc, c'est une politique qui est alimentée par ces données à travers Bloom, qui permettra à chaque intervenant de prendre la bonne décision au bon moment. Sur la base de cette intégration que nous avons pu effectuer, nous sommes en mesure d'apporter des avantages dans tout cet écosystème. Pensez à ceci comme dans le cas de cette séance, la CSR, la RSE. La plupart des acheteurs avec lesquels nous travaillons ici, les sociétés, ce sont des grandes sociétés. Elles travaillent avec nous, ça fait partie de leur RSE. Non, ça n'est pas nécessaire parce que je sais que votre objectif, c'est de faire un certain chiffre. Moi, ce que je veux faire, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une sécurité alimentaire qui soit assurée pour ces fermiers. Donc, à mon avis, je trouve que la RSE est cosmétique dans la nature. Les sociétés doivent s'aligner sur ce que nous faisons et nous devons nous aligner à ce que veulent faire les sociétés. La seule chose que j'ai faite sur ma plateforme, c'est que je fais en sorte qu'une société ne peut pas dire sur cette plateforme « je veux acheter ceci » ou « je veux vendre ceci et vous devez me donner un accès exclusif à ceci ». Ça n'est pas possible. Ce sont les fermiers qui véritablement retiennent le contrôle de la situation. Sur chacun des aspects de cette plateforme, il est possible pour les agriculteurs, les fermiers, d'avoir accès à toute une série de solutions, à des conseils, ainsi que des connexions sur le marché, ce qui est tout à fait positif en termes professionnels et humainement. Il est important de voir que ces petits fermiers font partie d'un avenir inévitable qui est celui de la sécurité alimentaire et qu'ils puissent
utiliser les technologies numériques et s'aider à devenir autosuffisant et faire en sorte qu'il y ait une sécurité alimentaire dans le monde. Merci beaucoup. Nous avons là un exemple. Alors, on pourrait dire que c'est de la prestation de service. So we can say it's service provision, what you've just said, but there is all the same an optimization of the activities and also an integrated approach. So the CSR element you mentioned with the indicators, with these SDGs that we mentioned again, because that's how we have to use as a key for measuring this. Mr. Pernot-Dubreuil, we're now going over to Benin. Michel has created a connection with Benin, with Sens, which he will talk about. Where do I come from? I come from the rural country, for the rural world. I work for ONGs, for rural development, a lot in Africa, a little bit in France. And we'll see what the limitation of this NGO approach is and what sort of funding systems there are. With several friends and colleagues, we set up a business which works in the social sector. It's called Sens, Solidarity North-South. It's a cooperative of collective interest, as we call it. It's CSR is part of the DNA of our company. We thought we'd do that with a company. So we created the company 10 years ago. Our object is to work for social development, north and south, by creating businesses in the service of man and their territory. That's what we have in our object. Our line of business, we thought, well, we're in 2018, we have to have new business models that are inclusive to try and provide answers and help vulnerability in the north and the south, and provide assistance to social businesses when they come up and also when they want to root themselves in territory, and help them with initial funding. So that's our purpose. So we created a few businesses. We were in Picardy, in France, in the Picardy region at the time. We had decentralized cooperation with Benin at the time. We were in connection with the local authorities, emerging local authority. It was the beginning of decentralization in France. So the Picard elected officials and the Benin officials said, how can we help sustainable development for our territories? That's how it all kicked off, with local entrepreneurs. People were ready to invest in businesses that would have their purpose there locally. So we defined what a local vision, a common vision was. Two questions were asked. What is a useful business or that plays a role locally? What would be a threat for our territory? As a result of that, we identified these criteria. It's got to be financially viable, and various social aspects create stable relationship between producers, transformers, between customers, providers, include people who are who might have difficulties and might want to come out of their difficulties. Try to consolidate the network, which is called BEST, and try to basically close ranks to help and move things along. We can do that together, be environmental friendly and be recognized to have entered the dialogue with the local authorities. That's our charter. How can we go from ideas to reality?
when 70% of the population actually comes from the countryside and lives on the country, from the soil, where 80% of the rural population, particularly children from 0 to 5, 35% of them actually suffer from malnutrition in Benin, where rural exodus is very important. People leave the countryside. Well, cities are growing, so food needs increase accordingly. So how can we enhance this urban purchasing power? And we have the same approach as Mr. Van Gaal said. How can we possibly fulfill that need for food security, particularly with small producers? We had producers or farmers that worked out 2, 3, 4 hectares in Benin. So we have to satisfy rural markets as far as food, health is concerned, and we started working as how to satisfy urban markets. So we decided to have transforming small businesses on soybean, honey, sorgho, by putting, by making satisfactory products, people will be satisfied with in terms of quality in the cities. And the idea was to try and help these businesses grow. So it was difficult to make a connection with the small farmers. That was the problem. And with them, we wanted people to feel better at home, wanted people to feel that they were earning something, and to have more resilient sort of businesses. So we were able to be connected to these urban markets as a result of small rural entrepreneurs. We have the same conclusion as Vanka. The small SMEs service sort of businesses helped us with selected seeds. We had to secure also the markets, access to information, access to markets, with sort of yearly contracts, and SMEs also that would also provide their network of rural transformation. Women can provide very high value and high nutritional food products, and again we wanted to improve that geographically and financially to help people, not just in the cities, but also in the countryside. That's how we came into this, we came up with this idea of inclusive value chain. Soybean is also strategic, it fertilizes the ground. Since there's also a problem with climate change, Artemisia helps fight malaria, and we're trying to develop the growth of this particular food in cereal in the fields. So as a result of this, several rural businesses were created, not the same figures as in India. 450 business were created, basically, or rural groups were created in the villages to transform soybean, manioc, and actually sell them on the market. So in order to support all this, of course, there had to be important human investment in terms of training for as far as entrepreneurship is concerned, individually, but also in Benin. Economic cooperation is not something that is second nature. It's a real problem to make people work together, small rural farmers, distributors, transformers, in an inclusive value chain to make sure that people create wealth and share it out equitably in an approach which we call how to be competitive together. Important work as Suvankar said, in sort of biological techniques, in transforming access, in helping access to energy,
and also in putting people in a network. We had to find a training module that's called Trust. We like acronyms there. So, on va reprendre la... Hop. Ouais, il faut remettre le diaporama. C'est bon. Et puis, une dimension importante de l'innovation, des adaptations qu'il a fallu faire en cours de chemin, c'est de trouver des mécanismes de financement adaptés pour ces toutes petites entreprises dans leur phase d'amorçage. Le lien avec la microfinance peut se faire sur des entreprises qui se développent, mais dans une phase d'innovation, de démarrage, sur de l'investissement, les taux d'intérêt sont prohibitifs et ne permettent pas des entreprises comme celle-là de voir le jour. Donc voilà, il y a eu pas mal de tâtonnements au début. On travaille avec des entreprises d'une certaine taille. On est en milieu rural. Et on se disait, travaillons sur des PME, des entreprises d'envergure, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup, et qu'on n'arrivait pas à faire la connexion avec les tout petits producteurs. Donc la richesse créée restait dans les mains des intermédiaires ou des PME urbaines. Et c'est seulement à partir du moment où on a pu travailler avec ces entrepreneurs ruraux qu'un tissu de toutes petites entreprises a pu se mobiliser et constituer l'amont des chaînes de valeur. Et c'est un maillon absolument clé dans le développement d'un mieux vivre au village, puisque c'est ce qu'on cherche. Maintenant, ce réseau, il est en plein développement. Et pour faire corps ensemble, il y a outre le label Bénin Entreprendre Solidaire son territoire, des marques communes qui sont développées entre les entreprises. Et ça, c'est très fédérateur, à la fois en termes de pratique, de respect du cahier des charges et de coopération pour répondre à des marchés un petit peu exigeants. Aujourd'hui, l'entreprise Sens en France, c'est une entreprise qui est avec 3 salariés. Au Bénin, Sens Bénin, c'est aussi une société coopérative avec toute une équipe de personnes qui a été formée pour accompagner, conseiller, développer les marchés, ces entreprises. Et puis, il y a un club d'investisseurs locaux, béninois, qui intéressés par cette démarche. Il y a toute une diaspora qui cherche à faire du bien avec leur argent et qui sont prêts à investir sur des entrepreneurs qui vont apporter un vrai développement sur leur territoire. Donc il y a une société coopérative, Investissance Bénin, qui aujourd'hui fait du leasing sur des petits équipements et du lien avec la microfinance locale. Donc on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Il y a un système qui marche, il y a un vrai changement d'échelle potentiel. La question qu'on se pose, c'est comment une initiative comme celle-là peut-elle se brancher avec des initiatives de responsabilité sociale et environnementale ici au Nord, de personnes qui voudraient soutenir ce genre de démarche pour leur entreprise. J'entends depuis 2 jours ici des entreprises qui veulent soutenir à la fois leur ancrage territorial, leur lien au territoire, mais pourquoi pas se mobiliser aussi sur des opérations comme celle-là. On l'a fait avec un groupe qui s'appelle Nutrition et Santé, et puis avec le groupe Avril, que peut-être certains connaissent, les oléagineux en France, pour créer de l'attrait pour les salariés, comme ça se fait dans beaucoup d'entreprises. Cette approche-là permet de financer directement l'impact, puisqu'on investit en direct en compétences sur les entrepreneurs qui vont apporter cette plus-value sociétale sur leur territoire. Et pourquoi pas s'inspirer de ces modèles développés au sud pour faire bouger aussi des lignes au nord. On a cette expérience depuis quelques années d'avoir envoyé des étudiants d'écoles de commerce, de l'UTC à Compiègne, de l'école d'agriculture, qui sont revenus à chaque fois en ayant changé les paradigmes. Et on les voit investir autrement dans leur métier en France. Le fait d'avoir été à l'école
de petits producteurs, entrepreneurs au Bénin, a un effet pédagogique important. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on peut remercier Céline pour le casting qu'elle nous a préparé, parce que nous avons donc 3 exemples très intéressants de partenariats qui s'appuient sur des ressources locales et qui s'appuient également sur les valeurs fondamentales de la RSE, c'est-à-dire le compagnonnage, le dialogue entre les parties, la prise en compte de l'ensemble des préoccupations des acteurs. Et nous félicitons particulièrement notre ami Sri Lanka parce que la solution qu'il propose n'est pas une solution nord-sud intégralement. Elle est essentiellement développée dans son pays, l'Inde, avec des ressources locales. Et donc ça apporte aussi une contribution au dialogue nord-sud qui est d'autant plus importante que c'est la démonstration qu'avec des ressources locales liées à cette révolution numérique, on peut aussi, pays du Sud, avec des moyens que nous avons, apporter une part à ce dialogue et travailler d'égal à égal. J'ai bien aimé ce que M. Ducasse a dit aussi tout à l'heure, à savoir qu'il y a des solutions qui sont développées dans certains endroits qui pourront être appliquées en Europe, notamment par le fait qu'il y a une production endogène d'électricité en Afrique. Et dans le cas de l'autonomisation, il y a des choses qu'on pourra expérimenter. Je vous renvoie simplement au portefeuille électronique du téléphone. En Afrique, on a un taux de bancarisation dans un pays comme le Sénégal, le mien. Nous avons 12% de personnes qui ont un compte bancaire. Mais quasiment chaque Sénégalais a un téléphone aujourd'hui et dans son téléphone, il a sa banque qu'il gère sans intermédiaire. Et quand il y a des solutions de crédit qui sont dedans, il peut en bénéficier. Bon, évidemment, ce n'est pas très important en volume, mais en tout cas, voilà la marche à suivre. Et le dialogue Nord-Sud prend une nouvelle dimension par le fait que nous ne sommes pas que consommateurs de technologie, nous sommes également pourvoyeurs d'idées et de compétences et d'intelligence. Bien. On va vous donner la parole pour pouvoir vous adresser directement à l'un ou l'autre de ces acteurs. Mademoiselle. Bon, alors j'ai des questions pour Monsieur Mishra et du coup je vais demander en anglais. So there's a little information that I didn't quite understand. Une information que je n'ai pas comprise sur les 20 millions d'Indiens, combien ont accès à un téléphone? En fait, le chiffre, c'est 120 millions. Le problème, c'est que 1,7 milliard d'habitants. Donc, la population fermière, c'est 120 millions et 25 millions ont accès à un téléphone portable. Donc, c'est en gros un quart. Je voulais savoir s'il y a des données sur comment ça a permis d'augmenter les performances des... Moi, je suis colombienne. On a le même problème avec les fermiers qui n'ont pas beaucoup de travail de qualité. Et j'aimerais savoir si Bloom est disponible ailleurs ou si c'est juste pour l'Inde. Et ma dernière question, c'est quel est exactement le lien de Bloom entre le Nord et le Sud? Très bien. Première question, les mesures pour les fermiers, c'est l'augmentation de la rentabilité. En utilisant Bloom et les micro-entrepreneurs, ça va augmenter de 12 à 20% leur productivité. Et donc, là, on a 25 à 30% selon les récoltes. Ce qu'on mesure également, c'est quand une plateforme digitale est utilisée entre un micro-entrepreneur et les fermiers, quel est l'index de capital entre les deux. Ce fermier va faire confiance aux micro-entrepreneurs pour fournir des services. Avec la présence dans la communauté de ce micro-entrepreneur, on a 11 points de pourcentage que le fermier fasse confiance à Bloom et à micro-entrepreneurs. Et imaginez s'il n'y avait pas de technologie. Donc, la deuxième question concernant ce qu'on a fait avec Fairtraça, on travaille principalement en Amérique du Sud, sur les pays d'Amérique du Sud, mais la Colombie n'est pas dans le radar, c'est Pérou et on essaie de faire avec il y a Sembra Viva, il y a Felipe qui travaille ici, là-bas, sur la régénération de l'agriculture. Donc, on a essayé différentes discussions, mais
pour l'instant, l'un des éléments clés pour nous, pour regarder comment on entre dans un système ou dans un pays, c'est de trouver un partenaire crédible dans ce pays, qui ait soit accès à des centaines de milliers de fermiers, ça peut être une association ou une entreprise. Et pour la troisième question, pour la coopération Nord-Sud, Bloom et mon entreprise spécifiquement, nous avons un rôle multilatéral et transversal. Je pense qu'on fournit apporter de l'argent de la RSE, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Même avec le prétexte qu'on a amené Unilever pour travailler avec nous, pour utiliser leur argent, mais leur financement normal, pas leur financement RSE. Et je pense que ça a un impact sur leurs résultats de nous. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de RSE? Et on parle de là de la responsabilité. On peut uniquement être responsable quand on met tout son argent dedans. Donc, toutes les parties prenantes dans la plateforme Bloom ne prennent pas part pour générer de la valeur, d'apporter de la valeur et de retirer du processus. Voilà la motivation des entreprises. Alors, j'ai une question que je voudrais verser à la collectivité. Les exemples que nous avons vus sont intéressants, mais sont les projets de personnes ou de groupes de personnes. Et donc, dans le cadre d'engagements qui sont pris par des personnes volontaires, on peut se demander, est-ce que ces exemples sont appelés à se généraliser ou pas? Et quelles pourraient être les conditions pour qu'ils puissent se généraliser? La question qui se pose, c'est quel est l'environnement propice pour la promotion de la RSE? Est-ce que l'entreprise doit avancer seule au risque de se retrouver coincée très vite dans sa démarche? Ou est-ce qu'on doit travailler également sur un environnement réglementaire, fiscal et une sensibilisation des autres acteurs? Quelles sont les demandes que vous avez dans vos différentes activités? Comment voyez-vous, quel est le souhait que vous avez pour l'évolution du secteur pour qu'il soit plus favorable? On va commencer par Shubhanka, comme il a le micro en face de lui. No, so I can pass it along to him if you want. Je peux le passer, il n'y a pas de souci, hein, je peux le donner, je ne veux pas le garder. Donc, pour répondre à cette question, le point de vue plus important, c'est quelles sont les préconditions et les prérequis pour une entité comme la mienne pour bénéficier d'une initiative RSE pour la coopération Nord-Sud. Et je pense que le meilleur exemple serait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'argent, du budget RSE, qui vont dans les pays d'Amérique du Sud et les nations africaines. Pour une entité comme la mienne et une plateforme comme Bloom, la meilleure chose pour que l'argent de la RSE soit dépensé, c'est au niveau financement. Si on passe, si on a la chaîne de valeur des fermiers jusqu'aux acheteurs, on voit que le micro-entrepreneur est le plus intensif, où l'engagement, la formation, la création de la relation de confiance a besoin de capital. Et ce capital peut donc être fait grâce à l'argent de la RSE et peut être utilisé ensuite. Mon expérience dans plusieurs pays, c'est que maintenant, ça fait 1 ou 2 ans, là où les micro-entrepreneurs peuvent atteindre l'indépendance financière. Une fois qu'on a cette situation, l'entreprise qui a donné l'argent va peut-être pouvoir fournir d'autres produits pour aller voir entre les fermiers et les micro-entrepreneurs et ainsi permettre à la liaison entre l'entreprise et les micro-entrepreneurs et donc aider les fermiers. Donc, c'est l'intention sous-jacente, quel est l'objectif. Et moi, mon expérience, c'est de ne pas prendre de l'argent de la RSE parce qu'elle est là sur la table. Ce n'est pas un choix très judicieux. L'approche la plus prudente serait de comprendre si c'est Unilever ou Danone, si c'est Natura ou si c'est Body Shop, si c'est L'Oréal ou Cargill. Il faut comprendre quel secteur, quel sous-secteur, quel domaine dans lequel on travaille. Quel est le genre de partenariat qu'on veut construire? Est-ce qu'on veut construire de la RSE ou est-ce qu'on veut avoir une relation avec ces entreprises? Quelle est la chaîne de valeur? Moi, j'ai appris que la viabilité et la prudence sont
doivent être dans ces initiatives également. Merci beaucoup, Monsieur Ducasse. L'environnement du secteur dans lequel vous évoluez. C'est difficile de répondre à cette question. Il y a tellement de choses dont on rêve, auxquelles on rêve. Je m'en tirerai par une pirouette, alors excusez-moi. Mais c'est quand même... moi, ça m'a vraiment marqué. Bon, on est allé en Afrique récemment, on a parlé de ces grands projets d'électrification, etc. Et nous, Français, je parle nous, Français au sens large, on a en face de nous des Chinois, des Turcs, des Indiens, des Américains. Mais il y a surtout des Chinois. Les Chinois, ils arrivent avec beaucoup d'arguments. Et j'ai été très frappé, et je reviens à la RSE, et c'est peut-être ça qu'on pourrait attendre aussi des pays africains qui acceptent cette aide. Bon, il m'a été raconté et confirmé par beaucoup que les Chinois viennent avec des financements, viennent avec leurs équipements, et puis viennent avec leur personnel, avec leurs ressources humaines, leur main-d'œuvre. Sauf que cette main-d'œuvre, la plupart du temps, c'est de la main-d'œuvre, ce sont des repris de justice, des gens qu'on a sortis de prison chinoise, qu'on envoie en Afrique, et bien souvent, on les laisse sur place. Et ça, en termes de responsabilité sociétale ou sociale, c'est pas terrible. Et ça pose des problèmes. Donc, quelquefois, l'urgence, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes d'urgence, l'urgence politique, voire l'urgence financière, fait accepter un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours très brillantes, si vous me passez l'expression. Alors, je ne sais pas si c'est valable dans tous les pays. Enfin, là, ce qui m'a été raconté, c'était véritablement la réalité. Et je crois que ça, c'est quand même un problème... au nom de la rentabilité court terme, on fait passer quand même beaucoup de choses. Non, je peux confirmer, effectivement, au Sénégal, on a eu le cas, notamment dans le BTP. Et c'était à l'initiative d'ouvriers sénégalais qui disaient qu'eux étaient des hommes libres et donc ne pouvaient pas travailler 18 heures par jour. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert, en fait, la situation. Donc c'est une réalité, oui. Est-ce qu'elle est généralisée? Je ne sais pas. Ah, pardon. Oui, donc je disais très rapidement que c'est une situation, effectivement, dont je peux témoigner, parce que dans le cadre de marché du BTP, au Sénégal, on a eu des cas où les Chinois étaient venus avec des ouvriers qui étaient effectivement des prisonniers en fin de droit, à qui on avait dit, il vous reste 2 ans de prison à faire, vous faites 1 an au Sénégal, et après, soit vous êtes libre, vous rentrez en Chine, soit vous restez au Sénégal comme commerçant, et on vous fournira des produits. Donc c'est un système de réinsertion. Ceci dit, je dois reconnaître que nous n'avons pas de problème de délinquance avec ces Chinois-là. Donc peut-être aussi qu'on nous envoie des prisonniers qui ont fait des petits larcins et pas des criminels de grand jeu. Je ne sais pas. Michel. Oui, donc au Bénin, comment se généralise cette forme d'entrepreneuriat? À un moment donné, on est entré en discussion avec l'administration, notamment fiscale béninoise, mais bon, rien n'a bougé. Et ce n'est pas cette mesure-là qui est incitative et qui va, on va dire, faire contagion entre les entrepreneurs. C'est beaucoup plus, ce qui est incitatif, c'est l'accès au marché, développer des marchés et toute cette approche de label, se mettre ensemble sur le marché pour satisfaire des commandes un peu exigeantes. C'est quelque chose de très incitatif et mobilisateur. Ensuite, il y a toute la dimension simplement de faire communauté. Ensemble, on le voit ici aussi depuis quelques jours, mais être ensemble pour faire bouger, changer, apporter un changement dans les villages. Cette dimension-là est très très forte et très partagée entre les entrepreneurs et c'est stimulant pour eux, c'est de la fierté. J'entends encore des entrepreneurs qui se sont engagés dans la démarche de service aux petits producteurs où la première année, ils ont moins gagné que les années précédentes. Mais ils disent par contre, on a gagné en relation, on a gagné en reconnaissance dans notre milieu et ça vaut. Et ils savent que cette solidarité-là sera rentable sur le long terme. En gros, ils disent ça fait du bien de faire du bien. Et on sait aussi combien au Bénin et dans ces contextes, il y a un fort mimétisme économique. Et dès que quelque chose marche un peu, beaucoup de personnes s'y intéressent. Et là, on voit ces entrepreneurs déjà nous proposer d'autres candidats pour être appuyés, pour faire partie du réseau. Et donc, il y a une génération spontanée. Il nous reste un petit quart d'heure, donc on va devoir aller vers la conclusion. Juste une dernière question pour Michel. Là, on a vu l'environnement au niveau du Bénin, mais comme on est dans le cas d'une relation nord-sud, au niveau de la France, principalement de cette région, avec sa tradition de coopération, sa tradition d'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter ici qui se produise pour renforcer ce partenariat et augmenter le potentiel des entreprises à intervenir dans des projets comme celui que vous développez?
Alors, comme je l'ai dit, historiquement, on a démarré sous l'impulsion de la région Picardie à l'époque. Ensuite, il y a eu une fusion régionale. Cette politique n'a pas été reprise en tant que telle. On est arrivé, je le disais, à un moment un peu à la croisée des chemins sur la question du financement, on va dire, du changement d'échelle de ce qu'on a fait. Vous avez vu, il y a maintenant des ressources humaines constituées au Bénin et qui sont capables de participer et de porter eux-mêmes ce changement d'échelle. Il y a un vrai enjeu à trouver localement du financement auprès de partenaires publics ou internationaux représentés localement. Je reste avec la conviction qu'à l'échelle d'une région comme celle-ci, ou d'entrepreneurs qui veulent développer une RSE, il y a aussi quelque chose à partager. Pas seulement du soutien financier, mais aussi une façon de faire du développement des territoires, une façon de diminuer des situations de vulnérabilité sur des territoires vulnérables ou des publics vulnérables, et qu'à partager ça, on apprendra ensemble. Ça fera école. Et voilà, on cherche des partenaires, que ce soit collectivités locales, entreprises, qui ont cette sensibilité-là et qui sont convaincus qu'en s'investissant soit en direct, soit à nos côtés, comme le fait la Fondation Avril, par exemple, on pourra, contribuer à une forme de développement importante pour la planète. Merci beaucoup, Michel. Vous avez souhaité vous exprimer? Alors, juste une question qui s'adresse aux deux extrêmes de messieurs qui sont à l'extrémité, au Sénégal et puis également sur le Bénin. Vos expériences, vous avez mené sur ces territoires, est-ce que vous souhaitez les développer sur d'autres territoires? Alors, je continue, oui. Tout le travail qui se fait en ce moment avec l'équipe de Sens Bénin à cet objectif-là. Je parlais de changement d'échelle. Le changement d'échelle, il doit se faire au Bénin, mais l'idée est de partager aussi ce savoir-faire avec les pays de la sous-région. On n'a pas conçu ce scale-up à partir de l'entité en France, mais on croit beaucoup plus à une coopération sud-sud là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a rien à faire. Il y a de la R&D, il y a de l'innovation qui peut se faire, il y a des apports de compétences et un vrai partage, comme je le disais précédemment. Mais on est convaincu que ce sont les entrepreneurs du Bénin et les personnes qui les coachent qui sont le mieux placés pour parler à d'autres entrepreneurs du Togo, du Burkina, de Côte d'Ivoire, et que voilà, faire de ce contexte dans les collines, dans le zoo au Bénin, une vraie école pour d'autres entrepreneurs qui voudraient développer cette approche en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ducasse. Moi, je dirais que intrinsèquement, le projet Énergie pour l'Afrique a vocation à être dupliqué et à être reproduit dans d'autres pays. C'est d'ailleurs une des caractéristiques principales des projets que nous allons être amenés à présenter, enfin à cribler, enfin à définir et à présenter au financement, et notamment à la région, c'est que ce soit des projets reproductibles. Notre ambition, nous, c'est d'entraîner des entreprises de la région à proposer des solutions. Et une fois que ces solutions sont proposées pour un pays au Sénégal, il faut que cette solution puisse être dupliquée au Cameroun, au Ghana. Vous voyez, intrinsèquement, c'est aussi l'objectif de ce projet Énergie pour l'Afrique. C'est de proposer aussi des solutions qui soient reproductibles et donc intéressantes pour les entreprises. Il ne s'agit pas de faire des coûts spot. Ce n'est pas l'objectif. Alors, vous allez garder le micro avant que je donne la parole à monsieur. Juste une question. Vous nous aviez promis tout à l'heure de conclure sur le mix énergétique. Ben oui, parce que le projet Énergie pour l'Afrique, il y a le mot énergie et l'électrification, il faut des sources de production d'énergie électrique. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, le but, c'est pas de mettre des électrodiesels. Donc, le mix énergétique, c'est de l'éolien, c'est du solaire. Bon, ça, le solaire, il est largement répandu. C'est de la biomasse, comme le faisait remarquer monsieur. C'est de l'hydraulique. N'oublions pas l'hydraulique, c'est la première des énergies renouvelables. Quand on parle d'hydraulique, il y a aussi des hydroliennes. Il y a des expériences d'hydroliennes qui sont en train de se développer. Donc, il y a un certain nombre d'énergies renouvelables qui sont à disposition. Et le but du projet, c'est bien de travailler sur les énergies renouvelables. C'est évident. Alors après, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est identifier des solutions
technique qui soit viable. Bon, les hydroliennes aujourd'hui, c'est des machines qui marchent. Bon, c'est pas encore hyper performante. Il y en a quelques-unes qui sont installées, qui tiennent plus du démonstrateur que de machines vraiment industrielles, mais c'est intéressant. Les éoliennes, c'est pareil. Il n'est pas question de mettre des éoliennes qui vont monter à 150 mètres de haut, parce que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas les gisements, mais il y a peut-être des petites éoliennes qui font 10, 15, 20 kilowatts, qui sont des machines. On a des fabricants ici dans la région, donc qui sont des machines à mettre au point. Il y a des systèmes aussi de stockage, parce que le stockage fait partie de sans jeu de mots, qui fait partie de la batterie de la chaîne des énergies renouvelables. Là aussi, il faut trouver des systèmes qui soient bien adaptés à l'Afrique, aux conditions, qui soient faciles à exploiter, à maintenir, etc. Donc il y a vraiment un enjeu également autour des sources d'énergie elles-mêmes. Il y a un enjeu très important, technologique, pour trouver la solution. Aujourd'hui, on trouve en Afrique essentiellement des panneaux photovoltaïques. Bon. Il y a certainement d'autres solutions qui existent et en tout cas, je pense et nous sommes convaincus que la solution passera par un mix énergétique, une gestion intelligente de l'énergie avec différentes sources de production qui permettront d'optimiser tout ça. Et je crois que pour l'Afrique, là, il y a un fort enjeu. On parlait tout à l'heure de solutions qui pourraient être reproductibles chez nous. Ben voilà, typiquement, un autre exemple où on peut travailler sur des systèmes de production d'énergie qui soient variés et qui puissent répondre à des demandes bien adaptées au terrain. D'accord. On va prendre une dernière intervention avant de rejoindre la cérémonie et de donner la parole à Shivanka pour conclure, monsieur. Oui, merci. C'est en fait une semi-réponse à votre question qui me semble très importante et ouverte à nos trois intervenants que je remercie pour leur intervention. Premièrement, je pense qu'il faut renforcer la pérennité de toute action que nous engageons, surtout Europe-Afrique. La pérennité, il ne faut pas la chercher dans les entreprises, il faut aussi la chercher dans les collectivités. Et pour avoir été le patron d'une grande collectivité locale dans cette région, je sais que le drame, c'est quand un changement politique fait que tout d'un coup, le partenariat éternel s'arrête sans qu'on n'explique rien. Et je ne vais pas prendre l'exemple de l'Afrique parce que celui-là, je le connais bien. Je vais prendre l'exemple du Vietnam où ça s'est passé de la même façon. Du jour au lendemain, on a dit c'était bien, bye bye. Or, et je le rappelle, les aides locales, européennes et françaises en particulier sont quelquefois plus importantes que les aides de leur propre État. Nous mettions plus d'argent au Vietnam que la France. Nous, Nord-Pas-de-Calais avant la Picardie, avant que la Picardie nous rejoigne et devienne les Hauts-de-France. Deuxième chose, il faut de plus en plus intégrer les dispositifs sur le terrain. Moi, je suis ravi de cet effort que nous faisons tous, mais s'il vous plaît, allons là-bas, arrêtons de faire venir les gens, arrêtons de trier ici ce qui est bon et mauvais, de décider ici ce qui est bon et mauvais. Moi, j'ai eu une collègue sur le terrain qui décidait pour le président du coin, ça mérissait beaucoup. Mais le dispositif était ainsi monté que c'est eux qui venaient une fois par an ou presque pour décider des projets chez nous. C'est pas bon, il faut intégrer absolument sur le terrain les dispositifs et il faut surtout essayer de tendre vers le multilatéral. Parce que le multilatéral, c'est une forme de pérennisation, c'est une forme de stabilité plus grande, y compris sur le niveau local. Et s'il vous plaît, quand je dis ça, n'oubliez pas que l'Afrique, elle est multilingue, elle est au moins sur les territoires dont nous parlons franco-anglaise. Rappelons-nous que le Cameroun est bilingue, même si la fédération a disparu, je ne sais pas pourquoi. Donc, soyons très vigilants à ce que les réseaux ne soient pas qu'électriques, mais qu'ils soient aussi des réseaux d'hommes. Et quand vous êtes au Ghana, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Togo, c'est tellement près l'un de l'autre. Et puis, la dernière chose, c'est qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que j'aime pas tout à fait les propos négatifs à l'égard de certains grands pays que je redoute et que je connais. Et j'ai travaillé à Bruxelles face à nos amis d'un continent entier qui sont en train de régir le monde bientôt. Ils ont d'autres moyens, mais ils ont des urgences. Et leur urgence, c'est de nourrir leur peuple. Alors, s'il vous plaît, essayons de mettre entre parenthèses nos états d'âme sur la bureaucratie à la française ou à l'européenne, parce que quand on arrivera, il n'y aura plus rien à faire. Les panneaux voltaïques, ils ne sont plus européens depuis très longtemps, et tout est pareil. Donc, s'il vous plaît, pérennisons par de la contractualisation à long terme, intégrons sur place, allons construire ces superbes outils comme Sens, allons le construire à Accra, comme ça il sera entre tout le monde, et puis essayons d'aller vite, parce que les autres ne nous attendront pas. Merci beaucoup, monsieur. On va devoir conclure, malheureusement. Shivanka, the last word is for you. Sure.
May I? All right, great. Merci beaucoup. Il faut que ce soit très court. Donc, l'une des choses les plus importantes qu'on devrait retirer de cette session, c'est l'adaptation des financements qui viennent des entreprises et de la RSE et adapter ça à la situation locale. Mais juste avant ça, on a un aspect qui était très important, c'est d'avoir une intention cohérente pour comprendre que est-ce qu'on a besoin de l'argent comme faisant partie de la RSE ou est-ce qu'ils obtiennent et génèrent de la valeur. Donc je pense qu'il faut combiner vos réalités locales et celles de votre institution et le besoin de financement et le support, le soutien de différentes entreprises. J'espère que je pourrai changer mon attitude envers la RSE, qui ne semble pas vouloir changer rapidement, mais je pense que c'est important de comprendre que la RSE devient beaucoup plus imbibée et pour fournir un développement local plutôt que juste être à la périphérie et pousser la poussière sous le tapis. Et on a besoin de solutions viables, on a besoin de solutions plus rapides que jamais qui sont alignées aux objectifs de développement. Je suis optimiste, réaliste et je pense que faisant partie de ce panel, j'ai compris que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et comme Mère Teresa l'a dit, on peut y arriver tous ensemble. Merci beaucoup. Voilà, il est 16h01, on peut considérer qu'on est dans les temps. On va devoir conclure, à regret. On aurait bien continué parce que nous ne sommes qu'au début de la réflexion. Ce que je voudrais juste dire en conclusion, c'est qu'on a eu des preuves que la RSE doit s'adapter. On a eu des preuves que la RSE doit s'adapter, peut s'adapter et qu'elle s'adapte. Puisque chaque espace génère sa propre forme ou ses propres formes de RSE. La dernière chose, c'est qu'on doit donner un sens commun aux mots. Quand on parle de développement durable, selon qu'on est en Afrique ou qu'on est en Europe, ça n'a pas du tout le même contenu. Nous, en Afrique, on a des populations qui sont jeunes. On nous parle de 60% de la population qui a moins de 25 ans. On a des taux de croissance de 5, 7, 8, 10% même parfois. Mais on reste définitivement, j'espère pas, mais en tout cas pour l'instant, des pays en développement. Au mieux, on nous qualifie de pays intermédiaires, mais ça ne va jamais au-dessus et ça ne dure jamais très longtemps. Donc, quand on parle de développement durable, on le prend pour nous. On a besoin de se développer et on a des indicateurs comme quoi nous sommes en train de nous développer, au moins nos populations, à défaut de nos économies. Et c'est là qu'est le danger. Quand on observe l'Europe, avec des taux de croissance qui sont de 1%, quand vous avez 1,5%, tout le monde applaudit, vous êtes très content. Nous, on regarde ça, on dit, mais comment ils peuvent se développer avec 1%? Mais quand on voit vos réserves, et quand on voit la pyramide de la population, on se dit, mais au fond, développement, pour eux, ils ne se développent plus. Ils font de la maintenance durable, mais pas du développement durable. Et donc, il faudrait que quelque part, on accorde nos violons et qu'on considère que comme on est sur la même planète, on respire le même air et on partage tout, les bonnes comme les mauvaises choses, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec l'immigration, eh bien, il faudra qu'on mette un sens commun aux choses et qu'on trouve des solutions communes. Parce qu'on ne peut pas gagner l'un contre l'autre, on ne gagnera que l'un avec l'autre. Sinon, tout le monde perdra. Voilà, ça sera la pensée du jour. On vous remercie, en espérant vous retrouver l'année prochaine.